Bonsoir. Il y a une info qui ne passe jamais aux journaux télévisés et qui pourtant touche des millions d'hommes et de femmes. Ce sont des événements invisibles qui provoquent la misère et l'immigration clandestine et qui finissent donc par nous concerner tous. C'est de ce visage toujours dissimulé de la planète que traite le documentaire que nous allons vous montrer ce soir. C'est un documentaire britannique de la BBC sur un petit pays africain, le Ghana. C'était ma ferme. La mine a abîmé toutes les terres. Qu'est-ce que vous cultiviez? Du cacao, du manioc, des bananes plantains, de l'huile de palme, de l'arachide, beaucoup d'arachide. Et maintenant? Tout est détruit. Tout est abîmé. Vous ne cultivez plus rien? Plus rien. Vous voyez? Toute la ferme est recouverte par les déblais. L'impact de la mine a de bons et de mauvais effets. Mais ces effets de nuisance sont limités. Dans ce pays, les grandes institutions financières occidentales ont imposé un ordre implacable avec des conséquences humaines extrêmes. Vous allez voir comment elles provoquent un exode rural massif. Vous allez voir comment le prix de l'eau potable privatisée fait que les Africains n'ont plus accès à l'eau. Vous allez voir comment dans les hôpitaux, privatisés eux aussi, on retient en otage les malades jusqu'à ce qu'ils puissent payer leurs notes d'hôpital. Vous êtes là depuis quand? Je suis guérie depuis 5 jours. Mon mari cherche un prêt pour payer l'hôpital, mais il ne l'a pas trouvé. Il est parti voir si son oncle pouvait lui avancer l'argent. Comment ça se passait avant le cash and carry? Quand j'étais petit, je n'ai jamais payé pour des soins médicaux. Et j'ai été admis plusieurs fois dans des hôpitaux universitaires. Ça fonctionnait bien. Maintenant, si vous ne pouvez pas payer, vous êtes quasiment condamné. Voilà, alors vous faites peut-être partie des gens qui pensent que mondialisation, ajustement structurel sont des mots compliqués et abstraits. Alors regardez attentivement le documentaire de John Kampfner, Quand le Fonds monétaire international fabrique la misère. The state of Africa is a scar on the conscience of the world. Face à la mondialisation de la pauvreté, les pays riches commencent enfin à se réveiller. Pendant des années, ils sont restés sourds, même aux cris d'alarme lancés en 1999 par la Banque mondiale. Il existe un problème de gens porteurs de bombes ou de poison. Le terrorisme est une nouvelle forme de conflit qui peut nous frapper n'importe où. Dans un monde en état de crise, le problème de la pauvreté est devenu une urgence absolue. Pourtant, même si elles abandonnent leurs anciennes certitudes, les grandes puissances ont encore du mal à entendre les avertissements des prophètes de malheur. Mary Agekum est assise sur de l'or, mais elle n'en tire aucun profit. Elle habite dans le village de New Atwabo, un village déplacé de l'ouest du Ghana. Elle casse des cailloux 12 heures par jour. La vie est vraiment dure. Je peux à peine m'occuper de mes enfants. Je n'ai pas de quoi les nourrir, encore moins de quoi les habiller. Hier, je n'avais pas assez pour leur acheter à manger en partant au travail. Ils sont restés le ventre vide jusqu'à mon retour, le soir. Ça me rend triste. Élève modèle, c'est ainsi que la Banque mondiale considérait le Ghana. Mais après 20 ans de libéralisme économique, le modèle ne semble pas avoir répondu aux attentes de la population. La famille de Mary vivait relativement bien. Elle possédait une ferme, jusqu'à l'arrivée d'une compagnie minière. Un jour, des Blancs sont venus, soi-disant pour compter tous les habitants du village. Au début, nous n'avons pas compris. Plus tard, on nous a expliqué que le gouvernement leur avait donné la terre et que nous devions partir. Si nous avions refusé de partir dans le calme, ils auraient envoyé l'armée.
Ce cas n'est pas isolé. Les 2 tiers de la terre de cette région ont été vendus à des multinationales. Les indemnités d'expropriation ont été dérisoires. Les bonnes semaines, Mary et ses enfants gagnent l'équivalent de 3 €. Cette même politique qui a conduit à l'expropriation des terres a rendu l'éducation et la santé inabordables. Et aujourd'hui, l'eau est aussi devenue payante. Nous devons acheter notre eau. Le prix d'un seau d'eau varie. Quand je n'ai pas assez d'argent, nous l'achetons à crédit et payons après avoir gagné suffisamment d'argent. Nous payons aussi pour utiliser les toilettes. Parfois, quand je ne peux pas payer, je demande aux gardiens d'y aller gratuitement. Et quand je les ai trop sollicités, je vais dans la nature. Cette pratique est appelée la récupération des coûts. L'application de cette politique était l'une des conditions imposées par la Banque mondiale et le FMI en échange des prêts accordés. Vue d'Accra, la capitale, cette lutte quotidienne pour satisfaire ses besoins vitaux semble moins cruciale. Vous voyagez souvent dans le pays? Raisonnablement. Vous parlez aux gens ordinaires, ceux qui ne sont ni ministres ni conseillers économiques? Très souvent. Vous allez dans les villages? Vous parlez avec ceux qui doivent payer pour l'eau, pour les toilettes, qui n'ont pas été indemnisés suite à leur expropriation? Vous essayez de me mettre en colère? Je ne me mettrai pas en colère. Je resterai calme parce que vous me provoquez et vous insinuez... Non, j'essaie simplement... Vous insinuez que je passe mon temps dans une tour d'ivoire et que j'ignore tout de la réalité du pays. C'est faux. Je ne connais pas de villages qui doivent payer. Et si c'est vrai, qui fait payer les gens pour aller aux toilettes? J'ignore de quoi vous me parlez. En revanche... Le village de Nuatobo. Ok, et qui fait payer qui? Les pauvres doivent payer pour tous les produits de base. Beaucoup de Ghanéens n'ont jamais eu accès à l'eau potable. La gestion de la compagnie publique de l'eau a été désastreuse, mais là n'est pas la question. Azara Issa n'a pas l'argent pour acheter de l'eau potable. Selon les plans du FMI et de la Banque mondiale, c'est aux populations de financer leur approvisionnement en eau, avant privatisation de la compagnie nationale. Et pour séduire les investisseurs étrangers, le prix de l'eau a doublé. Deux fois par jour, Azara se rend à une mare située à plusieurs centaines de mètres de son village. L'eau est infestée de vers de Guinée, elle sait ce qu'elle risque, mais elle n'a pas le choix. Notre manque d'argent explique pourquoi nous utilisons cette eau. L'argent qui pourrait payer l'eau du puits sert à acheter de la nourriture, comme le cacao pour notre petit déjeuner. C'est comme ça depuis que nous ne pouvons nous permettre d'avoir les deux. Pour nous, il vaut mieux acheter de la nourriture et d'autres produits et aller chercher de l'eau gratuite, parce qu'avoir de l'eau potable sans nourriture ne sert à rien. Récupération des coûts ou participation aux frais ou cash and carry, plusieurs expressions servent à désigner cette politique qui fait payer les produits de première nécessité. Ce modèle a été mis en place dans tous les pays en voie de développement. Azara gagne difficilement sa vie en ramassant des arachides. Avec ses faibles revenus, elle est obligée de choisir entre boire de l'eau potable ou manger. Nous recouvrons notre seau avec une toile pour filtrer l'eau et éviter les maladies. À la maison, après l'avoir filtrée, nous la mettons sur le feu et la faisons bouillir pour tuer les microbes et l'odeur. Les maladies contenues dans l'eau viennent des tiques. D'autres organismes se fixent aussi au corps de l'homme et boivent son sang. Une fois fixés, et avant qu'on s'en aperçoive, ils ont déjà sucé votre sang. Si elle le pouvait, elle utiliserait de l'eau potable. Ce n'est pas une question d'ignorance, mais de moyens.
La Banque mondiale a décrété que les pays endettés ne devaient plus dépenser d'argent pour les services publics de base comme la distribution de l'eau. Dans ce village, on applique donc le concept de la récupération des coûts. C'est un peu un self-service. On apporte son seau et on paie cash. Cette règle qui prévaut pour les pauvres n'affecte pas les riches. Ainsi, en Amérique, le gouvernement fédéral a investi des millions de dollars pour que le système public de l'eau continue à fonctionner. Au sein des villages, des tensions nouvelles sont apparues. Ici, une femme quémande de l'eau potable à ses voisins parce qu'elle ne peut pas payer, ce qui provoque une dispute. À 10 heures de route, au nord d'Accra, nous sommes dans la partie la plus pauvre du pays. Cette région était le grenier à riz du Ghana. Elle fournissait du travail et de la nourriture en abondance. Les politiques de la Banque mondiale ont tout changé. Dans le village de Kpembe, la population s'est réunie. Les festivités sont ouvertes. Sur ce point, les choses sont comme avant. Les anciens se sont rassemblés pour nous recevoir et des chants et des danses sont exécutés en notre honneur. Si leurs moyens d'existence ont disparu, en revanche, les vieilles coutumes destinées à accueillir les visiteurs sont encore bien vivaces. Le chef est entouré de sa cour, mais même s'il respecte la tradition, les esprits bougent. Une nouvelle conscience politique émerge, elle conteste le nouvel ordre économique. Vous cultiviez le riz, vous possédiez plusieurs centaines d'hectares de rizières dans la vallée de Katanga. J'étais un des plus riches producteurs de riz du Nord. À cause du changement de politique, je n'existe plus. J'employais beaucoup de gens à la ferme, ici, dans la vallée de Katanga. Qu'est-il arrivé à la production de riz local? Cultivez-vous toujours du riz? Qu'est devenue la grande ferme que vous possédiez? La production locale a quasiment disparu. Quand le Ghana subventionnait les engrais et les semences, les machines étaient disponibles et donnaient du travail à tous. C'était presque le plein emploi, même pour les jeunes filles. Même le week-end, les étudiants venaient travailler dans les fermes, ce qui leur permettait de se consacrer la semaine à l'école. Mais avec l'effondrement de la culture du riz, on ne peut rien faire. Sauf partir dans les villes du Sud, chercher du travail, mais il n'y en a pas. Les gens reviennent alors à moitié morts de faim. Parce qu'ils sont allés en ville, ils sont affamés, n'ont pas de bon boulot, ils reviennent atteints de paludisme ou d'autres maladies. Maintenant, nous devons acheter notre riz. Un demi-sac de riz, 50 kilos, coûte 300 000 cédis. La politique du FMI est très négative et affecte dramatiquement toute la région. Notre niveau de vie est tombé très bas. On nous sort des chiffres, le Ghana fait ceci, fait cela. Nous n'en voyons pas les effets sur la population. Le Ghana dépense maintenant 100 millions de dollars par an pour importer du riz de pays comme les États-Unis. La suppression des subventions à l'agriculture locale s'est donc accompagnée de la suppression des barrières douanières. Cette économie de marché, dans sa forme la plus pure, est une sorte de darwinisme économique. La sélection naturelle passe par la survie du plus fort. On a demandé au Ghana d'orienter sa production sur 2 matières premières d'exportation, l'or et le cacao, et de laisser tomber le reste. Simple variation sur un thème remontant à l'ère coloniale. Pourquoi un pays tropical, semi-tropical ou semi-aride devrait-il cultiver du riz? Et pourquoi pas? Je doute vraiment que le Ghana devienne autosuffisant. Pourquoi viser cela?
Alors que la Thaïlande ou le Vietnam, grâce à tous leurs avantages naturels, produisent un riz à un prix bien inférieur à ce que pourrait produire le Ghana. Non, je parle de l'Amérique, de la plus grande des superpuissances qui subventionne son agriculture à hauteur de 20 milliards de dollars par an, alors que vous refusez aux gens d'ici de subventionner leur production nationale. Quelque chose cloche, non ? Quelque chose ne va pas dans la politique agricole américaine, parfaitement. Non, vous pensez que le Ghana peut faire mieux que l'Amérique en matière de subventions? Laissez-moi vous donner un chiffre qui est choquant mais vrai. Les subventions à l'agriculture des pays de l'OCDE dépassent le revenu de l'Afrique. On ne peut donc pas rivaliser avec ces pays. Le jeu de la sélection naturelle est faussé. Les pays pauvres sont obligés d'appliquer les règles, les pays riches, non. Pour les gens du FMI, pour les économistes qui jonglent avec les chiffres et les théories, cette contradiction est un peu troublante. I can only say that the two institutions, the IMF and the World Bank, are on record. Je peux seulement dire que les deux institutions, le FMI et la Banque mondiale, ont demandé publiquement à l'Europe, aux États-Unis et à d'autres grands pays de supprimer les obstacles freinant les exportations des pays en voie de développement. En fin de compte, les pays riches doivent appliquer cette politique chez eux. Tant que cette situation existe et perdure, vous acceptez que les règles soient injustes. Les règles ne sont pas injustes, elles sont justes. Les pays doivent les appliquer. C'est donc la situation qui est injuste. La situation est injuste, mais les règles sont équitables. Le libre-échange, tout ce qui contribue au libre-échange est juste. Son application ou sa non-application est un autre problème, qui entraîne une situation injuste. Ceux qui sont victimes de cette injustice sont les plus démunis. Mais c'est encore la situation qui est injuste ou regrettable. La situation est tellement désespérée que personne ne prend ses responsabilités. Les institutions blâment les gouvernements qui n'appliquent pas ce qu'elles prêchent. Les gouvernements blâment les institutions de prêcher des choses fausses. Dans la vallée de Katanga, les rizières restent en jachère. Il n'y a plus ni travail ni emploi, et les biens de première nécessité manquent. Le même scénario se répète dans d'autres pays. Une nouvelle génération de militants est née. Yao Graham dirige The Third World Network. Il vit au Ghana, mais il voyage à l'étranger pour mesurer les effets de la politique de la Banque mondiale. If you work it through in terms of the benefits, that very small input from the central government. Si on parle en termes de bénéfices, une toute petite contribution du gouvernement a permis de créer un dynamisme dans l'économie locale, d'arrêter l'exode rural des jeunes à la recherche de travail alors qu'il n'y en a pas en ville, de maintenir la dignité des gens, leur capacité de faire des choses et de subvenir à leurs besoins. Alors ils restent dans les villages, se lancent dans une agriculture vivrière, mais n'ont pas les moyens de payer pour les services sociaux de base, comme l'éducation, la santé, l'eau. Nous sommes dans un cercle vicieux. Les prêts étaient soumis à conditions. Coupe dans les dépenses publiques, ouverture des marchés, suppression des subventions, faire payer les services publics. Et les prêts ont entraîné des dettes. En l'an 2000, le Ghana a dépensé moins de 4% de son budget pour la santé et 7 fois plus pour rembourser les intérêts de sa dette. Nous sommes à l'hôpital principal de Tarkwa, au cœur de la région minière. Il doit maintenant s'autofinancer. En clair, c'est aux malades de payer l'addition. Les gens doivent payer pour leurs frais de santé. Cette jeune femme, savez-vous si elle a payé ? Elle devra payer pour son admission. Combien a-t-elle payé pour son admission ? Elle n'est pas encore guérie. Quand elle partira, alors nous calculerons ce qu'elle nous doit. Elle paiera quand elle sera guérie. Et les autres malades, c'est pareil pour eux ? Les médicaments, qui les paie ?
Les malades. Ils paient les médicaments, c'est du cash and carry. Cash and carry, vous appelez ça comme ça. Et c'est quoi au juste? Le principe du cash and carry a été mis en place par le ministère de la Santé. Depuis des années, il y a un problème de financement du ministère et du système de santé. On a pensé qu'il était sage d'introduire ce que l'on appelle la participation aux frais. Depuis qu'on a réalisé que le gouvernement seul ne pouvait pas prendre en charge la santé de la population, les gens qui en ont besoin doivent payer. Conséquence du principe du cash and carry, Betty Krampa est prisonnière de l'hôpital. Elle vient de donner naissance à des jumeaux dont l'un est mort au cours de l'accouchement. Elle ne peut pas payer les médecins. Son mari est au chômage, ses parents sont morts. Comme le personnel de l'hôpital qui doit l'obliger à rester, elle a honte. Mais il faut que les usagers paient pour que l'hôpital puisse fonctionner. Vous êtes guéri et vous restez jusqu'à ce que vos beaux-parents aient de l'argent. C'est ça? J'aimerais rentrer à la maison, mais je n'ai pas de quoi payer. Vous êtes là depuis quand? Je suis guérie depuis 5 jours. Mon mari cherche un prêt pour payer l'hôpital, mais il ne l'a pas trouvé. Il est parti voir si son oncle pouvait lui avancer l'argent. Comment ça se passait avant le cash and carry? Quand j'étais petit, je n'ai jamais payé pour des soins médicaux. Et j'ai été admis plusieurs fois dans des hôpitaux universitaires. Ça fonctionnait bien. Maintenant, si vous ne pouvez pas payer, vous êtes quasiment condamné. Condamné par une montagne de dettes, alors que le pays vit sur une montagne d'or. Pour moi qui ai un peu voyagé dans la région, c'est une situation étrange. Les compagnies minières font d'énormes profits. Tarqua devrait être riche. Vous êtes assis sur de l'or. Sur une mine d'or. Et ici, vous retenez des gens parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs frais médicaux. Pourquoi? Si vous avez eu la chance de voyager dans le pays, vous aurez remarqué que la plupart des régions minières connaissent le même problème. L'or est exploité, mais la population n'en tire aucun bénéfice. Au temps des colonies, le Ghana s'appelait la Gold Coast, la côte de l'or. Le pays a toujours beaucoup rapporté aux étrangers, mais la richesse n'est jamais revenue à la population. Quand le Ghana accède à l'indépendance en 1957, les principales industries comme l'or sont nationalisées. Mais au début des années 80, l'économie s'effondre, la corruption a tout gangréné. Le FMI et la Banque mondiale proposent alors leur programme d'ajustement structurel. Leur message est simple. Il faut se tourner vers l'exportation et faire revenir les sociétés étrangères pour gérer les affaires. Il y eut d'abord des privatisations, puis des incitations fiscales, des exemptions d'impôts temporaires de 10 ans, des paradis fiscaux, une législation sur l'environnement réduite au minimum. Ces politiques favorables aux investisseurs ont servi de modèle dans tous les pays en voie de développement. Nous sommes dans le village de Doumassi. Pendant ces 9 dernières années, les habitants ont vécu un jet de pierre d'une mine à ciel ouvert. Ils ont pris du temps, mais maintenant, ils se battent. C'était votre ferme? Oui, c'était ma ferme. La mine a abîmé toutes les terres. Qu'est-ce que vous cultiviez? Du cacao, du manioc, des bananes plantains, de l'huile de palme, de l'arachide, beaucoup d'arachide. Et maintenant? Tout est détruit. Tout est abîmé. Vous ne cultivez plus rien? Plus rien. Vous voyez? Toute la ferme est recouverte par les déblais. La plupart des déblais
ont été déversés sur les champs d'arachides. On n'a plus rien. Nous n'avons pas d'argent pour payer l'école aux enfants. C'est tout près, non? Une centaine de mètres. La distance entre le village et la mine est trop petite. Nous avons eu des réunions avec la compagnie. Mais ce qu'ils veulent, c'est que la mine fonctionne. Ils ne pensent pas à ma vie. Quand ils ont décidé de creuser ici, qu'ont-ils fait? Ils sont venus au village? Oui. Et ils vous ont donné des explications sur ce qui allait se passer? Ils sont venus il y a 9 ans. Cette compagnie met vraiment la pression. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils avaient l'autorisation d'exploiter. Puis le gouvernement la leur a donnée. Ils ont fait venir l'armée et la police pour exercer leurs activités minières. Aussi, quand on va sur nos terres, ils se montrent violents. Des allégations de ce type se sont soldées par une série de manifestations contre les activités des compagnies minières. Les gens des villages voisins se sont mobilisés. Ils ont dit que nous avions le choix entre la relocalisation ou le déplacement. Le 6 février, ils ont envoyé 36 policiers avec des gaz lacrymogènes pour nous faire partir. Ils ont dit que nous avions été indemnisés pour nos maisons et que nous devions partir. Nous avons refusé jusqu'à ce qu'ils aient indemnisé nos terres. Ils nous ont frappés et ont détruit nos maisons, nous privant de tout ce que nous possédions. Pour les habitants de Kéyé-Ouéré, le choix est impossible. Il faut soit abandonner ses terres, quitter sa maison, recevoir une maigre indemnité et une fois l'argent épuisé, ne plus avoir rien pour vivre, ou bien rester et subir les nuisances de la mine. Ils ont aussi complètement détruit nos écoles. L'école la plus proche est maintenant à 10 km. Les enfants ne peuvent pas marcher si loin tous les jours, ils restent donc à la maison sans instruction. La vie est devenue très dure pour nous. Si vous venez maintenant dans notre village, vous verrez que l'on habite des cabanes. Mais maintenant, à Douamassi, vous avez reçu le soutien de votre chef et je suis certain que tout va s'arranger. Les compagnies minières gardent un œil attentif sur ce mouvement de protestation grandissant. As you probably understand, you're trespassing, but I would rather this was dismiss this as soon as you like, okay? Yeah. So doors open down there for the BBC people. Good. We'll come down and see you. I'm very happy to be here today in Douamassi. Je suis très heureux d'être ici à Damassi aujourd'hui et d'avoir vu un directeur de mine essayer de parler, d'avoir vu sa bouche trembler et de l'avoir vu partir. Cela prouve que le pouvoir de gens organisés est extrêmement important dans toute lutte. Nous sommes dans un pays où nous avons eu un changement avec plus de liberté. On dit que nous pouvons dire ce que nous voulons. Vous voyez que nous ne pouvons pas dire ce que nous voulons, car si nous ne sommes pas forts, personne ne nous écoute. Les compagnies minières sont obligées d'écouter et de répondre de leurs actes. L'équilibre des pouvoirs est en train de changer. Une commission sur les droits de l'homme enregistre les plaintes des villageois. Mais les sociétés prétendent que leurs activités génèrent peu de nuisances. L'impact de la mine a de bons et de mauvais effets. Mais ces effets de nuisance sont limités. Si une mine provoquait les affections que vous évoquez, vraiment nous ne le ferions pas. Ce serait logique. Nous reconnaissons que la mine engendre des nuisances matérielles. Habiteriez-vous volontiers à une centaine de mètres d'une mine lorsque se produisent des explosions? Souligner la question de la distance, c'est une erreur, puisque l'on dit qu'il existe un problème de relogement.
À part ça, nous avons fait des mesures là où est située la maison la plus proche, en présence de la population, et elle a admis avec nous que les explosions pouvaient continuer parce que ça ne posait pas de problème. Donc la réponse est oui, je serais très heureux de vivre ici. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a nuisance, mais ce n'est qu'un problème de nuisance, ce n'est pas un problème de santé. Avant qu'il ne soit soutenu par des militants venus de l'extérieur, il a été facile de se débarrasser des villageois. La population de Douamassi est venue se plaindre ces 2 dernières années. Nous sommes intervenus au niveau gouvernemental, au niveau des autorités locales, et nous avons reçu beaucoup de personnes pour enquêter sur leurs problèmes. Problèmes de pollution, pollution de l'air et de l'eau, maladies de la peau, enfants urinant du sang, problèmes d'indemnités arbitraires et insuffisantes, problèmes de déplacement de population. Chaque village a son histoire, mais toutes se ressemblent. Les principaux accusés ne sont pas les compagnies minières, mais bien les institutions internationales qui imposent les règles. Désormais, les Ghanéens ne comptent plus sur l'aide d'étrangers intéressés pour défendre leurs intérêts. J'aurais dû, comme des centaines de milliers de personnes, manifester devant les sièges du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Mais comme vous le savez tous, les États-Unis sont en deuil. Je pense que personne au monde n'ignore les événements terribles et tragiques qui ont eu lieu, le bombardement du World Trade Center et du Pentagone. Quiconque a vu ces images à la télé a eu mal au ventre. Tout le monde a condamné cela, qu'on puisse s'exprimer de manière si folle, quelles que soient les raisons de sa révolte. Mais nous vivons dans un monde dans lequel beaucoup de gens qui n'ont pas de pouvoir sont convaincus que si les grandes puissances ne deviennent pas de plus en plus sensibles aux demandes des pays les plus pauvres, le monde entier sera en danger. Tout en condamnant ce qui s'est passé en Amérique, nous avons tous le devoir de faire pression sur la politique étrangère et sur la politique mondiale pour qu'elle soit plus attentive à la condition des gens. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Council. La création de l'ONU était pavée de bonnes intentions, nées sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Le FMI et la Banque mondiale, son bras armé, ont été les 2 piliers qui devaient guider le monde vers une nouvelle ère de prospérité. Les nations récemment décolonisées allaient tomber dans leurs bras. Pour sortir de leurs anciennes dépendances, de nouvelles industries ont été développées. Et pour sortir de la pauvreté, le commerce a été encouragé. Mais en fait, les grandes disparités entre pays riches et pays pauvres n'ont fait que susciter la défiance et la colère. Si certains manifestants sont animés par la violence, la grande majorité d'entre eux souhaitent seulement exprimer leur indignation face aux inégalités, face à une mondialisation défavorable aux plus faibles, face au refus des grandes puissances d'écouter. Au milieu des années 90, un homme nouveau est arrivé à la tête de la Banque mondiale. Il a renoncé aux ajustements structurels et a dévoilé sa stratégie de réduction de la pauvreté. Il a conseillé aux pays riches de le soutenir, les avertissant de ce qui pourrait arriver s'ils ne le faisaient pas. Il existe un problème de gens porteurs de bombes ou de poison. Le terrorisme est une nouvelle forme de conflit qui peut nous frapper n'importe où. Je crois que si nous pouvions avoir une situation plus stable dans le monde, si nous pouvions avoir une croissance plus équitable, c'est vraiment notre intérêt de favoriser cela. Mais cela ne s'est pas produit et la contestation a grandi. Chaque rencontre internationale continue de charrier son lot de promesses et de platitudes. Wolfensohn a invité les manifestants à parler politique, mais il les a renvoyés quand ils contestaient leurs conclusions. Gênes, juillet 2000. Sommet des nations les plus riches du monde, le G8. 300 000 personnes dans les rues.
Un manifestant est mort. C'était l'un des derniers grands rassemblements du mouvement anti-mondialisation. La violence a fait la une des journaux. Pourtant, à Gênes, la nouveauté, c'était la présence d'un nombre croissant de militants politiques venus de tous les pays en voie de développement, dont le Ghana. Pour eux, il faut saisir toutes les occasions pour dire aux fondamentalistes de l'économie que leur politique ne marche pas. La grande question, c'est la dette qui agit comme un levier, car elle détermine les programmes mis en place, comme les ajustements structurels, dont découlent des mesures comme la privatisation des biens publics et maintenant des entreprises de services publics, comme l'eau. La dette est à l'origine de la libéralisation de l'agriculture, des marchés, du commerce, des taux d'intérêt qui agissent directement sur notre productivité et notre capacité à participer au développement de notre pays. De retour à Accra, Hélène Wangoussa est à la recherche de témoignages. Elle a rendez-vous au marché principal avec un groupe de ces travailleurs particulièrement vulnérables. Nous sommes avec un groupe de jeunes femmes venues du Nord, coupées de leur milieu d'origine. Ce sont des manutentionnaires, des porteuses, qui gagnent seulement 15 000 cédis par semaine. Quand on voit ce qu'il leur faut pour vivre, il leur reste très peu. Décris-moi une journée de travail type. Nous nous levons à 5 heures, arrivons sur le marché à 7. Notre patronne arrive vers 7h30. Nous ouvrons le magasin et installons les étals. Et quand les gens commencent à arriver, nous commençons à porter la marchandise. Vers 16h, nous démontons les étals. Quand nous avons fini, il est 5 heures et nous rentrons chez nous. Combien d'années as-tu passé à l'école? Je ne suis jamais allée à l'école. Si tu en avais eu l'occasion ou le choix, qu'aurais-tu aimé faire? Si j'étais allée à l'école, je sais que j'aurais trouvé un meilleur travail. Si j'avais été à l'école, j'aurais adoré apprendre la couture. J'aurais aimé savoir coudre. Comment la Banque mondiale et le FMI peuvent-ils savoir ce qu'est la pauvreté s'ils ne viennent pas la rencontrer au sein de la population? Ils tiennent leur connaissance d'analyses faites dans les livres par des économistes. Leur définition de la pauvreté est différente de celle faite par les gens eux-mêmes. Ici, la pauvreté, ce n'est pas seulement des gens qui vivent avec moins d'$1 par jour. Ce sont ces filles isolées, coupées de leur milieu social. Ça comprend tout ça. C'est aussi une affaire de dignité. Les terroristes qui ont frappé New York et Washington ont choqué et horrifié la population ghanéenne. Les Ghanéens sont viscéralement pro-américains et pro-britanniques. Ici, les tensions religieuses sont rares. Chrétiens et musulmans vivent en harmonie. Mais le 11 septembre a été ressenti comme l'expression de frustration accumulée depuis quelque temps. Nous commençons à percevoir cela, même dans des manifestations comme à Gênes. Il y avait des manifestants pacifiques, mais il y avait des groupes de manifestants qui étaient beaucoup plus violents. Cela vient de la frustration des gens face à des institutions qui affirment tout savoir, qui affirment savoir comment aborder la pauvreté, ce que sont les gouvernements, et qui depuis 15 à 20 ans n'ont pas su être à la hauteur. Dans certains pays, les gens ont été patients, ont attendu plus de 15 ans une prospérité qui n'est jamais venue. La radio est le média le plus puissant au Ghana et Vib FM est une des stations les plus influentes. Son émission la plus populaire, Point Blank, reçoit des appels d'auditeurs. L'émission est animée par Gvesi Pratt, un ancien prisonnier politique. Hello and welcome to this week's edition of Point Blank. Today we are going to look at the whole concept of globalization. Aujourd'hui, la Banque mondiale tente de se donner une image de banque à l'écoute. Les relations ont changé. La banque doit justifier sa politique à un public de plus en plus averti. Le programme d'ajustement structurel est maintenant passé au crible, avec une remise en cause des conditions imposées par les prêts.
conditionalities, I mean, they cover all sorts of different areas. If you can just take the main ones, you know. You name it, there have been at various times, it has to be said, conditions in almost every sector. But actually, I wanted to know what those conditions are. Well, you know, they're not particularly secret, and they are. Sometimes, if you wanted. You look quite uncomfortable talking about. No, I'm talking about conditions. No, it's just that there are so many of them. Ce sont les nouvelles tactiques de la Banque mondiale. Débattre sur le principe et promettre des changements. Mais sur le terrain, les conditions imposées sont appliquées avec plus de rigueur que jamais. He thinks there is. Everybody thinks there is. But it's a theory. It's in the IMF, you know, benchmarks. It's in it. The last letter of there's a difference between a benchmark and a condition, but that's okay. But why is a bank? But a benchmark is a condition. Why is the bank pushing it so high? Why? Because the Ghana Water Corporation has failed Ghana. The people. If anybody thinks, here's a challenge. If anybody thinks they get great service from Ghana Water Company, let them phone and praise this company. This company has failed Ghanaian society. Peter, can I ask the question? Can I ask the question? Yeah. Obviously, there are many people who think that your organization has failed the people of the third world. That's true. Should we just sell it off to some multinational corporation? Good morning, I'm Niama. Actually, I will want to get this thing directly to Mr. Peter Harold. I don't like the way he's trying to deceive everybody. Now, this is the issue. The IMF World Bank policies that come with the Structural Adjustment Program and the Economic Recovery Program actually adjust government policy away from public welfare to debt servicing. Les gens sont informés. Ils savent ce qui a été dépensé pour les services publics et ce qui a été dépensé pour la dette. Ils font le lien entre économie locale et politique mondialiste. Cette émission s'est déroulée 2 jours après les attaques sur l'Amérique. Mais déjà, les auditeurs soulignaient le lien entre la pauvreté et le terrorisme. Now, can we stop pretending while the people are dying? What happened in America recently should give us a clue that it is not the people, it is not just about terrorism. Who created the terrorists? It is God Almighty didn't create anybody to become a terrorist. It is the system that is making the people so. You see what I'm talking about? Yes, so that sir. this kind of the chaos will continue, the armed robbery will continue, all these things will continue. Well, thank you very much. Your point is well made, and thank you very much. Peter, quick reaction. He's right, we agree, we've changed, and we are doing something about Africa's debt problem, so that problem of resources only going to service debt instead of education and health, etc., will not be the same in the future. La frustration grandit. Ni l'or ni le cacao n'ont enrichi la population. D'autres industries comme le textile sont en difficulté. Les importations de fripes remplacent peu à peu les vêtements fabriqués sur place. Cette fois, la banque affirme qu'elle a un plan contre la pauvreté. C'est l'initiative pour pays pauvres très endettés. Pour le Ghana, cette appellation en soi est une humiliation. L'élève modèle est devenu un mendiant. La banque soutient que ses intentions sont bonnes, qu'elle va annuler une grosse partie de la dette et réinjecter l'argent dans les services publics. Si c'est si attrayant, si le seul et unique but de la banque est de réduire la pauvreté, de tout faire pour aider le pays, alors pourquoi tant de Ghanéens sont-ils hostiles à cette politique ? Les gens qui n'étaient guère favorables au programme d'ajustement structurel ont pensé que cela serait encore plus difficile. Ils ne pouvaient imaginer que la Banque mondiale et le FMI plaident en faveur d'un programme qui soulage le pays de sa dette. Ils ne pouvaient imaginer que ce soit le cas alors que c'est la réalité. C'était trop beau. Il doit y avoir un truc. C'était trop beau pour être vrai. Tous les pays ayant subi un ajustement structurel sont endettés jusqu'au cou. Même la Banque mondiale admet que leurs revenus moyens n'ont pas augmenté en 20 ans. Il n'est donc guère surprenant que, compte tenu du passé, les gens ne croient plus aux promesses. Ghana moved from being the great. Le Ghana est passé du rang de grand espoir noir de l'ajustement structurel, d'étoile brillante du continent africain, au rang de pays pauvres et endettés, parmi 40 autres. Ce qui est clair, c'est que ceux qui accusent le FMI et la Banque mondiale de libéralisme dur, tentant d'imposer un même modèle économique, ceux-là sont entendus.
Quand vous demandez à des gens de la banque ou du FMI de vous indiquer un pays dans lequel le modèle a marché, ils commencent par vous dire que les locaux n'ont pas suffisamment appliqué le programme. Ils doivent reconnaître que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ils l'ont prêché. Si sur le terrain, personne ne peut suivre leur orthodoxie, alors soit ce sont les peuples qui ont tort, soit ce sont eux. Les institutions se l'avouent, elles se sont trompées. Leurs diktats économiques ont laissé des millions de personnes sur le bord du chemin. Les inégalités sont criantes comme jamais. Dans un contexte marqué par le terrorisme et la guerre, prendre la mesure des déséquilibres de la planète est devenu aujourd'hui plus qu'un devoir, un impératif. Voilà, merci d'être resté avec nous ce soir. On se retrouve la semaine prochaine dans Lundi Investigation, toujours en deuxième partie de soirée, après le film.